Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 889, un chapitre qui, pour moi, était vraiment à l'image de cette année 2017. On a eu des choses qui ont été en longueur, on a eu de la hype dedans, le final est absolument magnifique, une Big Mom qui m'a surpris avec un design vraiment très bon, pas mal de petites références aussi au niveau de Dragon Ball, et cette critique analyse va être un petit peu spécial parce que vu qu'on est dans les fêtes de Noël et on est juste avant la nouvelle année, j'ai pas trop de temps pour faire cette critique, pour la travailler comme je l'aurais voulu. Donc ça va être une critique qui va être un petit peu qui va être aussi une sorte de petit ressenti. On va parler de beaucoup de choses, et d'ailleurs on va commencer à parler par la couverture. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a tous les personnages qui sont des différents mangas qui sont préédités dans le Weekly Shonen Jump, et on voit qu'ils ont des oreilles de chien. Et je me suis posé la question, pourquoi on a eu cette couverture, et j'ai trouvé la réponse. En 2018, ça va être l'année du chien dans l'astrologie chinoise, qui est aussi présente au Japon, et donc c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Et on remarque que Luffy est juste devant et qu'il a deux Kenji dans la main, et quand tu prends les deux Kenji, c'est le début de One Piece, et c'est phonétiquement, ces deux Kenji font penser à Wa, et c'est W-A-N, et ça aussi c'est l'onomatopée de l'aboiement du chien. Donc toujours pareil, dans les couvertures, on a énormément de références, comme il y avait eu le cas avec le lapin, la lune et aussi les mouchis. Donc c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, pour expliquer, parce que moi franchement ça m'interpelle. J'aime pas passer à travers ça, c'est à dire que quand je le vois, je me pose la question, je dis mais putain, s'ils font ça, c'est obligatoirement qu'il y a une référence quelque part. Donc voilà, j'ai fait les petites recherches et j'ai trouvé. Alors maintenant on va parler un petit peu de ce chapitre. Alors je suis en train de regarder parce que j'ai ma liste qui est juste là avec tous les trucs. On va parler du traitement de Carotte. Alors déjà, dans le traitement de Carotte, ça rappelle énormément la transformation des Saiyajin quand ils regardent la pleine lune et qu'ils se transforment en singe gigantesque. Alors je me rappelle plus exactement le nom de cette transformation, hein, donc je préfère pas dire de conneries et éviter de passer encore une fois. Je préfère passer pour un ignorant que passer pour un gros con. La transformation qu'il y a au niveau des Minks est exactement la même transformation. C'est bien la lumière, le rayon Vegeta, d'ailleurs il l'explique parfaitement quand il crée cette boule. J'en avais parlé justement dans la critique la semaine dernière, parce que je voulais savoir vraiment comment était le système, et oui, il semble bien que c'est la couleur et la lune en elle-même qui permet aux Minks de se transformer, et donc on a bien le problème que si la lune est couverte, ils ne peuvent pas se transformer. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, et là je vous prie de m'excuser, je n'ai pas eu le temps de faire les recherches, mais on sait quand est-ce qu'il y a eu dernièrement la transformation. C'était au moment où les Mugiwara sont arrivés sur l'île de Zou. D'ailleurs c'est pour ça que Wanda, au moment, elle explique que vous avez de la chance que la lune soit couverte. Et ce qui se passe, c'est que vu qu'on sait que la pleine lune a été à ce moment-là, et comme on sait les délais qu'il y a eu pour arriver jusqu'à ce chapitre 889, et bien grâce à ces deux chapitres, on sait le cercle, enfin la rotation de la lune qu'elle fait autour de la planète de One Piece. Donc ça peut être aussi un très bon enseignement, parce que ça permet de prédire quand il y aura la prochaine transformation des Minks. Vous voyez, hein, ça travaille là-dedans. Donc malheureusement j'ai pas eu le temps de reprendre tous les chapitres et de faire tous les petits calculs, mais j'essaierai de vous prévoir ça pour une petite vidéo sur les Minks. Par contre, ce qu'on a appris et qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que Carotte arrive à maîtriser ses transformations, et en plus il y a une autre information aussi qui est importante pour Jinbei. Ça j'en parlerai juste après, parce que je vois mon petit Jinbei qui est juste là-bas. C'est-à-dire que Carotte arrive à contrôler cette transformation, mais au fur et à mesure du temps qui s'écoule, elle y arrive de moins en moins. C'est peut-être aussi dû à la fatigue, et ce qui se passe, c'est que beaucoup de Minks, quand elles se transforment comme ça, ont beaucoup plus de force, mais sont totalement incontrôlables. Et là, encore une fois, on revient sur la transformation qu'il y a dans Dragon Ball, parce que, petit spoil, mais c'est comme ça que justement Sengoku a tué Sangohan. Donc voilà le petit truc. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que tout ça, on l'apprend par qui? On l'apprend par Jinbei. Jinbei apparaît ici
comme étant un petit peu cette encyclopédie qu'il y a sur One Piece, sur ce qui se passe. C'est-à-dire que Robin, elle est vraiment dans ce rôle encyclopédique par rapport à tout le savoir, par rapport aux poneglyphes, par rapport aux différentes légendes, et par rapport à tout ce qui est historique. Mais Jinbei, lui, c'est un petit peu c'est le membre le plus vieux de l'équipage hors Brook. Là, on se comprend bien. Et il a ce vécu au niveau de One Piece, et il vient apporter cette sagesse qui manquait peut-être un petit peu à l'équipage, et c'est lui qui explique justement que les Minks, quand ils se transforment, ils deviennent trop puissants, ils deviennent totalement incontrôlables. Et ça revient sur quelque chose que je vous avais raconté il y a très longtemps, c'est-à-dire que l'animosité qu'il y a entre Nekomamushi et Inuarashi est peut-être due à ça. C'est-à-dire qu'ils se sont peut-être transformés, qu'ils ont combattu pour aider Goldie Roger, mais sauf qu'à un moment ils ont été trop loin et ils ont commencé à se latter la gueule, et peut-être même qu'il y en a un des deux qui est devenu complètement fou et qui a commencé à faire des dégâts, et l'autre, par rapport à sa fierté, se sent mal par rapport à l'autre, ce qu'il a fait. Donc là on peut réfléchir, parce que la transformation des Minks qui a été montrée ici amène quelque chose plus tard. Ça c'est une logique de narration, c'est-à-dire que plus tard on va revoir une transformation des Minks qui va avoir lieu sûrement à Wano Kuni, et on verra peut-être aussi des contrôles comme je l'ai expliqué au niveau de Chopper. C'est-à-dire que Chopper est le médecin et aussi le professeur. On a vu qu'il avait appris énormément de choses aux médecins Minks, et là peut-être que sur le retour, quand il va comprendre que Carrot, elle avait des problèmes pour pouvoir se maîtriser, et que c'est seulement que par rapport à de la lumière que ça fait quelque chose dans leur métabolisme, et peut-être qu'il va créer une Rumble Ball, une ball, pas une Rumble mais une ball, un médicament que les Minks vont croquer, et que ça va permettre à l'intérieur de leur corps de se transformer. Et vu que lui maintenant il a réussi à contrôler la transformation de Monster Point, qui pour moi fait quand même énormément penser à la transformation, même si c'est moins joli, qu'il y a des Minks quand ils se transforment en Sulong, peut-être, ou en Lusong, je ne sais plus, là j'ai un trou de mémoire, peut-être que on va avoir Chopper comme il va expliquer un petit peu par rapport au truc d'être zen, par rapport au contrôle. Ça reprend aussi un petit peu Hulk aussi, c'est-à-dire que arriver à maîtriser leur transformation pour qu'ils puissent combattre plus longtemps. C'est-à-dire que là on peut avoir un truc qui peut être vraiment sympa et vraiment une importance pour Chopper, parce que malheureusement au niveau de cet arc Toadland, on a eu un beau level up pour Nami. On voit que Nami, comment elle a contrôlé Zeus, et peut-être qu'elle arrivera aussi à contrôler Zeus après, la maîtrise qu'elle a au niveau de son Sorcery Climate Tact, et même d'un point de vue intelligence qu'elle a réussi à faire avec la vive carte, et aussi dans le bois de la séduction, on voit qu'elle a eu quand même un très bon traitement, même si c'est différent du traitement qu'il y a dans l'anime au niveau des boobs. On voit aussi que Brook a eu un très bon traitement, le combat qu'il y a eu contre l'empereur, parce que c'est quand même lui qui a combattu pour la première fois un empereur. Il a réussi à voler les copies des rots de poneglyphes et des poneglyphes, donc il a réussi à lui tout seul à accomplir une partie de la mission, parce que, rappel, la mission pour venir sur Toadland était principalement de voler les copies des poneglyphes et des rots de poneglyphes, et, excusez-moi, accessoirement sauver Senji. Donc là Brook, et on voit que Brook aussi, il se laisse pas faire, il part en courant sur l'eau vu qu'il est hyper léger, et qu'il a quand même réussi à neutraliser un ou deux bateaux. Donc là, au niveau du traitement, c'est quelque chose que j'ai... Et aussi, il a quand même fait autre chose, c'est que c'est lui qui a réussi à éclater le cadre de Mother Caramel. Donc ça quand même, encore une fois, le traitement de Brook dans cet arc a été vraiment très bon. Par contre, il y en a beaucoup qui ont commencé à critiquer en disant oui, Ishiroda, encore une fois, il nous a hypertisé sur une transformation de Carrot, et elle a presque rien fait. Excusez-moi, mais Carrot a eu un travail absolument excellent. Elle a réussi à neutraliser une partie entière de la flotte. Une partie entière. Si c'est entier, c'est que c'est pas une partie. Là, au niveau français, je fais quand même des conneries. Carrot a réussi à déstabiliser la flotte qui est devant, à créer une ouverture pour permettre au Sunny de partir, ce qui est quand même énorme. Et elle a fait ça toute seule, même si elle a combattu seulement que des personnages lambda. Et par rapport à la narration, Carrot ne peut pas être super puissante. Pourquoi? Parce que si elle est super puissante, elle va être un obstacle à la narration de l'équipage. C'est l'équipage qui doit atteindre Raftel, c'est l'équipage qui doit s'en sortir, c'est l'équipage qui est au centre de cette histoire.
Carotte n'est qu'un mix, Carotte n'est qu'un élément ajouté annexe. Donc elle ne peut pas prendre le pas au niveau de la mise en valeur des Mugiwara. C'est-à-dire que là on a Jinbei qui a aussi énormément d'importance, et après ce qui va être super important, c'est tout simplement la confrontation de Luffy et de Katakuri. D'ailleurs, ce combat est peut-être un petit peu la déception de ce chapitre, parce que j'aurais bien aimé voir quelque chose, et malheureusement il a totalement été mis de côté. Et dans l'optique que j'avais au niveau de cet arc Toadland, je pensais vraiment que le combat de Luffy contre Katakuri allait être le combat principal au niveau de cet arc, et que Big Mom allait être seulement relayé au second plan. Et là, par contre, ce n'est pas du tout le cas, car Big Mom a cette super transformation avec Prometheus qui est en guise de chevelure de feu absolument magnifique. On voit aussi que Napoléon, l'épée, est totalement différente de l'épée qu'elle avait utilisée. Rappelez-vous, quand elle envoie un coup, qu'elle arrive à couper une partie de l'océan, et que le Sunny arrive juste à éviter l'attaque. D'ailleurs, c'est pas le Sunny, c'est carrément l'équipage qui arrive à éviter. Mais on voyait que l'arme n'avait pas cette humanité qui était présente, enfin cette personnification. Là on voit qu'ils ont encore atteint un level au niveau de la transformation qui est encore supérieur. Et là d'ailleurs Big Mom atteint ce stade de transformation de boss de fin d'arc. C'est-à-dire que, comme à chaque fois, c'était le cas par exemple au niveau de Enies Lobby, on a vu différentes transformations sur Lucci, et après on a vu la transformation finale et le dernier combat. Et c'est un petit peu vers ça qu'on s'amène. On voit aussi que Big Mom devient de plus en plus lucide. C'est-à-dire que le fait qu'elle maigrit et qu'on voit qu'il y a 8 heures qui se sont passées, on voit que cette transformation utilise énormément d'énergie et qu'elle brûle énormément de calories. Et là, elle est devenue plus maigre, et elle reprend cette lucidité. Et là, on voit aussi un nouveau parallèle qui est fait à travers Dragon Ball. C'est-à-dire que, rappelez-vous, Boo avait ce côté absolument enfantin, ce côté vraiment gentil, et qu'on retrouvait un petit peu dans Big Mom. Comme je disais, Big Mom avait un petit peu ces deux caractères. Elle avait ce caractère enfantin, et après, une fois qu'elle a mangé Mother Caramel, peut-être qu'il y a le caractère de Mother Caramel qui s'est imprégné en elle. Et à un moment, quand on voit Boo qui devient plus maléfique, eh bien il devient beaucoup plus maigre, parce qu'il y a une partie du Boo qui lui a été enlevée. Et là on voit une sorte de chose qui est à peu près pareille, c'est-à-dire que Big Mom maigrit et devient plus maléfique. Donc est-ce que après ça va vraiment continuer dans une sorte de nouvelle de perte en plus, parce que imaginez qu'à chaque fois qu'elle est obligée d'utiliser des coups, qu'elle est obligée d'utiliser énormément d'énergie, et qu'elle devienne de plus en plus maigre au fur et à mesure du combat, ça aussi ça pourrait être un truc qui pourrait être vraiment très très bon. Là par contre, ce qui m'a énormément étonné, c'est le fait que Ichiro Oda ait amené Big Mom sur le bateau. C'est-à-dire que, rappelez-vous, au moment où tout l'équipage arrive à s'enfuir de Toadland, ce qui se passe, c'est qu'elle est juste derrière, un petit peu comme le requin des dents de la mer, elle est en train de bouffer un morceau du bateau, et le bateau arrive à partir grâce au sacrifice qu'il y a eu de Pedro. Et là maintenant Big Mom n'est plus à l'arrière du bateau, mais Big Mom est vraiment sur le bateau. On sait que Jinbei a fait partie de l'équipage de Big Mom. Peut-être qu'il a déjà vu cette transformation au niveau de Big Mom, et même s'il ne l'a jamais vu, il sait comment est Big Mom une fois qu'elle a pété les plombs. Et là il a dit un truc pour moi qui est hyper important, c'est abandonner le navire. Chose pour moi qui est absolument impossible. Même si, dans mon cœur, le Sunny a moins d'importance que le Merry, le Sunny fait partie de l'équipage. Le Sunny est vraiment important pour Franky. Et il y a un truc qui m'est revenu en mémoire, c'est quand Senji pleure devant Luffy en lui disant « Je veux revenir », il ne dit pas « Je veux revenir dans l'équipage », il dit bien « Je veux revenir dans le Sunny ». C'est-à-dire que le Sunny est vraiment cette maison mère, et vraiment cette chose qui est identitaire à l'équipage. Et ce qui serait vraiment excellent, c'est-à-dire que tout comme pour le Merry, on savait que le Merry, le Merry avait une âme. Alors ça, forcément, ça a un nom allemand que je me rappelle plus du tout. Eh bien, imaginons que le Sunny a aussi une âme comme ça, que Franky, quand il l'a construit, qu'il est vraiment cette... qu'il ait mis tout son cœur, toute son âme dedans, et qu'il ait justement mis involontairement une âme à l'intérieur du bateau. On peut imaginer par exemple dans une sorte de micro-flashback, pourquoi pas, que l'âme du Sunny et l'âme du Merry est toujours là à travers le Merry 2. Et bien imaginons que
les deux âmes du bateau aient communiqué et que le Merry ait dit au Sunny, eh bien ils ont fait tout ça pour moi, on a fait une telle aventure, ce sont vraiment des gens admirables, maintenant c'est à toi de prendre le flambeau, c'est à toi de les amener vers leurs rêves, c'est à toi de les amener vers Raftel. Et que là, vu que Big Mom, et c'est là où c'est vraiment important pour moi, et c'est là où toute l'importance du fruit du démon de Big Mom arrive, c'est que Big Mom a un fruit du démon lié à l'âme, et imaginez que l'âme du Sunny soit tellement forte qu'elle arrive à avoir un impact sur Big Mom. Ça serait complètement fou. J'ai pensé en faisant les petites recherches, je me suis dit mais c'est dingue. C'est-à-dire que le Sunny deviendrait une sorte d'ultime bastion pour la défense des Mugiwara. Ça serait génial parce que encore une fois, je ne vois pas les Mugiwara quitter le Sunny. D'ailleurs, ils quitteraient le Sunny, ça serait pour aller où? Sur le bateau des Garma, parce que les Garma, on ne sait même pas où ils sont pour l'instant. Et Big Mom, par contre, elle, faudra vraiment la neutraliser avec le gâteau. Et ça, c'est ce qu'on voit parfaitement. D'ailleurs, il y a une très très belle confrontation entre Kappen et Senji. D'ailleurs, c'est très très beau de voir un mec au cigare parler à un mec avec la cigarette et de voir que le mec à la cigarette est plus fort que le mec au cigare. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que Kappen explique bien, et bien là, vu qu'on va lui amener le gâteau, il faut empoisonner pour pouvoir la tuer. Et là, on reprend quelque chose qui a été montré très très longtemps avant et qui est un petit peu la marque de fabrique de Senji, c'est-à-dire que la nourriture, on ne tergiverse pas avec la nourriture. La nourriture, c'est fait pour faire plaisir aux gens. Et c'est exactement ce qui s'était passé au niveau du Baratie. C'est-à-dire que même si Don Krieg était arrivé, il lui a donné à manger, même si c'était risqué, parce que une personne affamée, c'est le rôle du cuisinier de lui faire à manger pour qu'il puisse survivre. On ne peut pas vivre sans boire, on ne peut pas vivre non plus sans manger. Et ce qui est génial ici, c'est que le coup du gâteau, ça a été introduit depuis l'arrivée au niveau, même avant l'arrivée des Mugiwara au niveau de Toadland, c'est tout simplement avec le croque-en-bouche. Et quand on voit aussi tout le flashback qu'il y a autour de Big Mom, le gâteau, et c'est-à-dire que tout a commencé avec le gâteau, c'est-à-dire que tout a commencé avec ce croque-en-bouche, ce smell-là. C'était comme ça le gâteau qu'il y avait au niveau de Elbaf. Tout a commencé avec le gâteau et donc tout se finira avec le gâteau. Là ici on est dans le système de cercle qui est repris aussi par les différents étages du gâteau. Donc là encore on est vraiment dans la symbolique. Le seul truc que personnellement j'ai du mal à imaginer, c'est-à-dire que quand on a un power-up, quand on a une technique qui est mise en place, elle est mise en place dans un arc pour après être aussi utilisée de façon plus développée dans d'autres arcs. Et je ne vois pas en quoi le fait que Senji soit capable de faire des très très bons gâteaux va être primordial pour les prochaines arcs. Sauf si, encore une fois, ça permet d'amener Big Mom à Elbaf. C'est-à-dire que je reprends un petit peu ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que Big Mom mange le gâteau, la tombe dans le chaos, ça permet à tous les Mugiwara de pouvoir partir. Après, on a un réveil de Big Mom s'aperçoit que ils ont volé les copies des poneglyphes et elle est tellement obnubilée par le souvenir du gâteau, c'est-à-dire que le souvenir du gâteau de Senji prendra le pas sur le souvenir du gâteau de Mother Caramel qui est le croque-en-bouche. Je sais pas si vous voyez un petit peu la similitude, et donc Big Mom maintenant n'aura qu'un seul désir, avoir Senji dans son équipage pour qu'il lui fasse tous les jours le gâteau qu'elle rêve. Parce que imaginons qu'elle redevienne folle et qu'elle pète les plombs et qu'il lui faut un gâteau de mariage pour pouvoir s'en sortir, et que même Strossen ne soit pas capable de lui faire un gâteau comme ça, eh bien Senji va devenir absolument obligatoire pour la suite. C'est-à-dire que Senji, à travers son gâteau, va annoncer le futur retour de Big Mom au niveau d'Elbaf.
Il n'y a que comme ça, parce que sinon, au niveau d'un combat final, au niveau d'un arc Wano Kuni, d'un arc contre le gouvernement mondial, contre la marine ou quoi que ce soit, c'est s'ils vont combattre, si la marine arrive et qu'ils veulent tous leur la tête à la bouche, je ne m'imagine pas Senji faire plein de gâteaux, donner les gâteaux et qu'ils tombent tous dans les vapes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un power-up de gâteau, c'est pas un power-up de combat pour moi, c'est plus un power-up de soutien. Encore une fois, quand il a été sur l'île je me rappelle, Kenetrave, je crois que c'est comme ça que s'appelle l'île, il a appris des techniques de cuisine qui permettent d'améliorer la constitution et la puissance des personnes, par exemple, ou permet de se régénérer plus vite. C'est ce qu'on a vu par exemple au niveau de Zou. Et ça pour moi c'est quand même assez important. Senji est vraiment dans le soutien, mais Ichiroda donne quand même un traitement de puissance à Senji. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours eu la rivalité entre Senji et Zoro. Donc voilà, beaucoup de questions par rapport aux techniques au niveau du futur de Senji, parce que par exemple le combat qu'il va y avoir de Luffy contre Katakuri lui permet de mettre en place, de présenter des techniques que Luffy avait déjà développées sur l'île avec son entraînement avec Rayleigh et aussi quand il était tout seul, et ça permet de voir une technique qui va être après améliorée plus tard. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Gear 4 devant Doflamingo. C'est seulement qu'une présentation d'une transformation et après différentes déclinaisons qu'on a vu par exemple au niveau de Toadland. Donc c'est ça. Même si Ichiroda, à travers sa manière de construire One Piece, s'éloigne de tous les critères au niveau du shonen, de tous les codes du shonen, eh bien il est quand même obligé d'en utiliser quelques-uns, sinon ce ne serait plus un shonen. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour Big Mom et aussi Senji. Maintenant on va arriver sur les dernières choses, c'est tout simplement quelle va être l'utilisation du Germa. C'est-à-dire que la flotte s'est ouverte, Big Mom est sur le bateau, et même s'ils arrivent à s'en sortir, c'est-à-dire que même si le bateau de Captain BG arrive à donner le gâteau, et encore une fois, je ne sais même pas comment il va donner le gâteau, parce que le gâteau il ne peut pas le foutre à la mer, il faut obligatoirement qu'il y ait une plateforme pour que Big Mom mange le gâteau et l'attirer un tout petit peu. La seule utilisation que je vois pour le Germa, c'est par rapport à la flotte qui est derrière, celle qui est commandée par Smoothie, et à part voir un combat à ce niveau-là, je ne vois pas d'autre utilité par rapport au Germa. Parce que, encore une fois, le Germa a bien été présenté comme quoi qu'ils allaient arriver pour aider les Mugiwara. Et après, une personne que j'ai complètement oublié de parler, c'est tout simplement Pudding. Pudding est toujours maintenant dans ce rôle un petit peu de running gag par rapport à Senji. Elle est amoureuse, folle de Senji. Et il y a toujours cette petite phrase qui est vraiment excellente. C'est-à-dire que Senji a toujours une pensée pour Nami. Donc ici, on a vraiment un parallèle qui est mis entre Pudding et Nami. Et je vois Pudding est marié. Donc il va y avoir ce lien avec Senji. Elle va rester avec Senji, c'est sûr. Je mets ma main à couper un petit peu. Et donc, si elle est là, elle va totalement être jalouse de Nami. Et ça peut faire ça peut être un très très bon ressort comique pour la suite. Même si pour moi, bien sûr, Pudding ne va pas rejoindre les Mugiwara. C'est-à-dire qu'elle va attendre un moment Senji sur une île pour, une fois qu'ils aient fini leur aventure, que lui vienne avec Pudding et fasse des milliers d'enfants. On va dire des centaines. Quoi qu'à la rigueur, il pourrait faire plein de petits clones. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre critique analyse qui était un petit peu non, je pense que je suis quand même bien débrouillé. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. J'espère que vous passerez aussi de joyeuses fêtes du jour de l'an. Le petit message que je vous avais donné la semaine dernière lors de la réaction live du chapitre tient toujours, et peut-être même encore plus au niveau du jour de l'an. Je sais qu'on aime bien fêter la nouvelle année, plein de bonnes choses, mais modération avec l'alcool. Il y a beaucoup trop de morts. Je suis en train de dire ça, mais moi je sais même pas dans quel état je vais être. Non, bah, de toute façon je vais pas conduire, donc en un sens il n'y a pas de souci. J'espère que cette année 2018 va nous en foutre plein la bouche au niveau de One Piece. Bref, les choses habituelles, blablabla, défoncer la bouche de ce pouce bleu, les commentaires au niveau de cette vidéo, et surtout n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.